Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Bienvenue dans le jeu du web, le podcast qui réinvente la transmission de connaissances. Aujourd'hui, je suis avec Déborah Donnier. Bonjour à toi. Bonjour Isabelle. Je suis ultra ravie de pouvoir t'interviewer parce que j'ai pu analyser ton parcours. Il y a beaucoup de similitudes avec ce que j'ai pu vivre. Et tu fais partie un peu des dinosaures, mais dans le dans le bon sens du terme, du web et vraiment de la transmission de connaissances au plus grand nombre de personnes, parce que c'est ce que propose et c'est ce que nous invite à faire le web et la vidéo. Donc, merci à toi. Merci à toi de l'invitation, parce que c'est rare que je sois de l'autre côté du micro. Oui. Donc, moi, je prends l'invitation et je suis ravie de t'apporter des infos pour ta communauté, avec grand plaisir. Et moi, c'est très gentil à toi, et puis de me recevoir aussi dans vos locaux, ici à Mélan. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait justement sur le web. Et je suis tombée sur une vidéo de toi où, il y a 10 ans, tu as fait une vidéo qui raconte ton histoire sous forme de sketchnoting et de dessin. Oui. Donc, tout commence en 1984, comme tu le dis si bien dans cette vidéo. Tu es originaire de Naples, tu as grandi donc entre Naples et Grenoble. Oui. Et dès ton enfance, en fait, tu as surmonté des défis de santé et tu t'es réinventé grâce à ça, tu t'es cherché. Et en 2009, tu as lancé ta marque D-Design. C'est tout juste. Jusque-là, tout va bien. Pionnière du web, donc comme on l'a dit, de la vidéo que tu fais depuis 15 ans. Tu as lancé les interviews, un peu ce modèle-là sur le web. Et tu as créé cette agence. Tu as fait plus de 1500 projets et plus de 200 interviews en co-création avec Sarah. Camille, et vous avez ce studio de podcast dans lequel on est aujourd'hui. Exactement, tout est juste. Voilà, et ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est un article sur toi, enfin sur vous en fait, du podcast sur Stratégie, oui, qui dit « Une montée en puissance des formats courts et premium quand on vous décrit ». Alors raconte-nous un petit peu plus tout ça. Qu'est-ce que ces histoires de formats courts ? J'ai été voir sur votre chaîne YouTube, en effet, c'est impactant, mais comment ça vous est venu cette idée et ce que vous en faites? Pour revenir un peu plus en arrière, sur la vidéo, sur l'interview, effectivement, je suis tombée dedans rapidement, puisqu'en radio, on ne faisait pas de vidéo à l'époque. Moi, j'étais fan des animateurs radio, pour le citer Diffoul, si peut-être qu'il nous écoutera. J'adorais écouter les voix. C'était Doc et Diffoul, c'est ça ? Exactement, Ouais. exactement. De 84, donc voilà, un parcours de 40 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que la vidéo n'était pas accessible pour tout le monde. Il fallait avoir un caméraman, du matériel qui coûtait assez cher à l'époque. Et l'arrivée des chaînes YouTube a quand même donné un premier gros coup de pied dans la fourmilière. Et je pourrais dire que les réseaux sociaux post-Covid ont donné un autre coup de pied là-dedans en disant le format n'est plus 16/9, format télé, mais il vient être plus snackable, c'est un peu ça qu'on dit, consommer rapidement, et aussi utilisé pour la communication. Alors évidemment, les danses, les recettes de cuisine, ça c'est plus personnel, mais ça apporte aussi un peu de personal branding, comme on dit, un peu de storytelling sur les personnes. On a eu l'idée du studio de podcast parce que c'était en complémentarité à tout ce qu'on faisait avec nos clients. En fait, tu t'as parlé des designs, mon agence Webcom, où on accompagne nos clients dans une visibilité, que ce soit avec un site, que ce soit avec un audit de référencement, que ce soit avec des vidéos, ou simplement retravailler leur marque, leur positionnement. Donc on s'est dit, on intègre déjà la vidéo format long, donc pour une présentation sur le site en entreprise. L'arrivée des contenus courts vient justement renforcer cette marque employeur, cette marque personnelle ou ce branding, peu importe le terme. Donc on faisait déjà ça, nous à l'époque. Et à Grenoble, il n'y avait aucun studio de podcast. On s'est dit, nous on le fait déjà, on a le matériel, on a le savoir-faire, on a envie d'accompagner nos clients et surtout, on n'est pas que des techniciennes, on vient aussi
travailler en amont le script, l'interview comme on peut faire aujourd'hui. On va travailler les idées, on va tourner avec eux, monter et les aider à diffuser. Donc c'est vraiment en complément de la stratégie de com qu'on fait déjà. Donc souvent on nous demande si on fait de la location à l'heure. Nous, c'est pas notre business model. Il y a d'autres studios, notamment à Paris ou dans le sud de la France, qui le font très bien pour un certain public. Mais notre public, nous, veut l'être accompagné de manière générale parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur contenu vidéo. Oui, c'est vrai que le contenu vidéo, en fait, je le vois moi avec mes clients, ou même moi, je me suis posé cette question. Comment, en fait, aujourd'hui, bon là, on est en 2025, mais dans les années qui vont venir, il y a de plus en plus de contenu. Comment, en fait, dans ce brouhaha Mm. où tout le monde a quelque chose à dire sur tout et n'importe quoi, comme on le disait tout à l'heure avant d'enregistrer, j'ai vécu une chose, et encore, des fois, je ne l'ai même pas vécu, et j'en fais des tonnes et des tonnes et des vidéos là-dessus. Comment, en fait, on se démarque? Comment on est authentique maintenant? En vidéo, on partage des choses importantes et on se fait remarquer sur le web. C'est vrai qu'à l'époque, donc quand j'ai démarré en 2009, notamment sur YouTube, on n'avait pas besoin d'une grosse exigence, une super qualité de setup. Comme maintenant. Maintenant, effectivement, on voit tout de suite une différence entre ceux qui tournent en studio ou en tout cas de manière professionnelle avec un cadre adapté et ceux qui vont tourner un peu avec leur smartphone. Quoi qu'on peut le faire avec du smartphone de façon professionnelle, mais on voit tout de suite qu'il y a un décalage qui se crée. À l'époque, c'était beaucoup plus facile parce que dans le web, il y avait moins de monde. D'ailleurs, on le voit très bien, j'ai des clients dans tout corps de métier, que ce soit les avocats, que ce soit des coachs, que ce soit des artisans. Ils nous disent maintenant, même avec des Google Ads, ça devient compliqué de se repositionner, d'être trouvé, de faire générer du lead. Donc forcément, il y a une exigence qui est plus, parce que le web s'est développé très vite. L'IA va aussi nous permettre de faciliter des tâches rapides. Donc on se dit, bon, on va le faire encore plus. Mais moi, je dis toujours à mes clients, il vaut mieux en faire moins et de qualité, parce que justement, comme tu le dis, il y a moi je dis souvent, il y a une cacophonie dans ce web où tout le monde prend la parole. Et moi, ce qui me gêne, c'est que tout le monde est expert, alors que ils ont fait 1 an d'expertise ou ils ont eu 3 clients. Je dis pas qu'on ne peut pas savoir, mais pour moi, je suis peut-être un peu une boumeuse quand je dis ça, mais si tu n'as pas vécu un minimum sur le terrain avec tes clients, tu peux pas être experte et te prôner expert. C'est ça qui est un peu dérangeant aujourd'hui, où tout le monde prend la parole facilement parce qu'avec une caméra, un smartphone, tu prends la parole et tu le fais. Ça vient peut-être de la phrase qu'on nous répète, enfin moi je l'ai entendu énormément en infoprenariat, fake it until you make it, le fameux. Et ce qui fait que oui, est-ce qu'on peut en vouloir aux personnes de vouloir s'auto-créditer de l'expertise et de la confiance parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, tout simplement, et qui sont dans cette dynamique du fake it until you make it. Après, c'est bien d'avoir confiance et de se dire, voilà, moi je le fais, c'est pas parce que j'ai qu'1 an de freelancing ou d'entrepreneuriat. Bien sûr, ils ont raison et ils ont raison de le faire. Moi, je pense que j'étais trop humble quand j'ai démarré et j'osais pas me dire, ah bah tiens, je suis entrepreneuse, tu vois. Il y a que depuis quelques années que je me dis, oui, je suis entrepreneuse parce que j'ai plusieurs projets, parce que j'ai des années de recul derrière, parce que j'ai lancé d'autres projets, etc., qui sont toujours là ou qui sont arrêtés. Je pense qu'on a aussi cette société, nous, en France, de se dire, ah bah attends, je vais beaucoup réfléchir et j'ose pas prendre la parole ou j'ose pas être légitime. Alors qu'aux États-Unis, bon, ils réfléchissent pas, ils le font, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans un carrefour, tu vois, sur un recul de 15-20 ans sur le web, où il faut trier. Donc, c'est plus aussi facile déjà de prendre la parole ou de se différencier. Et il faut toujours aller creuser qu'est-ce que l'expert derrière ou le pseudo-expert me dit, parce que des fois, on peut être bluffé, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui hésitent à se mettre, ne serait-ce qu'en vidéo, ou prendre la parole sur LinkedIn, par exemple, parce que c'est un réseau social que tu affectionnes particulièrement. Comment, en fait, parce que moi je l'entends souvent de la part de mes clients, comment on peut avoir cette parole professionnelle qui apporte du contenu intéressant, mais et en se démarquant des autres sans avoir l'impression de répéter ce qu'a dit le voisin, justement. C'est pas facile, évidemment. Déjà, d'être authentique, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours du mal à écrire. Comme tu le disais, je viens d'une famille franco-italienne, donc à la maison, on parlait italien. Donc forcément, je faisais des fautes, mais fautes de syntaxe. Donc c'était compliqué. Et quand j'ai voulu vraiment prendre la parole en écrivant, pas en vidéo, je me suis dit, ça va être compliqué parce que entre ce que je pense et ce qui va être écrit, les gens vont interpréter autre chose.
Donc des fois, j'avais des expressions qui étaient franco-italiennes et les copines disaient mais attends, tu peux pas écrire ça, enfin, c'est un non-sens, tu vois. Ça veut rien dire. Ça va pas du tout. Et je me suis dit oui, mais c'est dommage parce que j'ai envie de m'exprimer. En plus, moi, c'est mon corps de métier, donc forcément, c'était important que j'écrive ou je fasse des posts. Mais je me suis dit, bah, j'y vais. Et puis, de toute façon, les gens vont aimer un peu cette maladresse qui me représente ou le fait que j'écris des posts plus concis. J'aime pas des grosses phrases, je me force, entre guillemets. Donc déjà, trouver son authenticité et sa manière d'écrire avec des phrasés. J'ai des collègues qui, eux, aiment beaucoup écrire, c'est des copywriters ou c'est des personnes qui viennent du monde littéraire et ils aiment écrire. Et ben ok, les personnes vont les suivre. Donc déjà, de tester. Et puis de toute façon, c'est l'expérience. Et à force d'en faire beaucoup, c'est comme pour les interviews, on me dit « Ah, mais ta voix, elle est comme ça, elle est posée, regarde ta posture. » Oui, je lui dis « Mais si je vous montre mes premières vidéos… » Enfin, mais moi, des fois, quand je me regarde, je me dis non, enfin, je les ai enlevés de ma chaîne, tu vois. C'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est se Faut lancer bien de le commencer faire. quelque part, quoi, c'est ça. Et puis, en fait, c'est ce qu'on dit souvent dans les conseils de prise de parole en vidéo. Il y aura 80% des défauts que vous voyez que les autres ne verront pas. Encore plus maintenant où tu as tes sous-titres qui passent ici. Donc, en fait, le temps d'attention, il est dérouté. Et puis, de toute façon, tu auras toujours des haters qui vont dire « Ah, tu vois, si je fais comme ça, ah bah tiens, t'as vu, elle est pas concentrée, elle regarde pas Isabelle. » Bah si, en fait, c'est juste que je suis en train de réfléchir. Donc, t'as toujours des gens qui vont critiquer, qui vont dire « Ta veste, elle est comme ça. Ah bah t'as vu, j'ai une collègue une fois qui a une voix très grave, très masculine, alors que quand tu la vois, c'est une princesse. Et on lui a dit sur YouTube « Ah mais en fait, quand on t'entend, on n'a plus envie de t'écouter, quoi. » Alors que t'es magnifique. Tu te dis « Mais ok, tu es qui derrière ton écran pour dire ça ?» Donc, lâcher prise, d'être authentique. Quand on dit authentique, parce qu'il est un peu beaucoup utilisé dans la société, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire que tu peux avoir un concurrent du même secteur, mais déjà, un homme et une femme, c'est différent. Et le fait que ton histoire vient t'amener sur autre chose, bah, en fait, tu es unique de par cette approche-là. Et toi, tu trouves où ton inspiration quand tu écris? Parce que c'est vrai que on voit et beaucoup de personnes, et t'en fais partie parce que je suis régulièrement ton contenu, il y a toujours des histoires qui sont bien racontées, limite qui t'arrachent une petite larme, tu vois. Où tu trouves ton inspiration pour écrire régulièrement sur les réseaux sociaux et être intéressante? Alors, à force d'en faire, à force de voir, à force de lire, forcément, ça me donne des idées. Moi, le plus dur, c'est pas de trouver des idées, c'est d'écrire. Donc, des fois, on se dit, en fait, il y a plein d'idées. Aujourd'hui, par exemple, imaginons, on dit à ta communauté, aux auditeurs qui seront aujourd'hui, bah tiens, vous avez écouté, ils ont découvert notre épisode de podcast. Est-ce que vous pouvez faire un post pour retirer, tiens, qu'est-ce que j'ai retiré de cette interview? Toi, par exemple, tu peux faire un post en disant, tiens, j'ai vécu une des premières fois dans un studio de podcast, voici mon expérience. Tu fais un événement, tu participes à une conférence, tu écoutes quelqu'un, tu lis un livre, tu peux faire un post. Je dis pas d'en faire à gogo, mais des émotions qui viennent dans ta journée. Par exemple, dernièrement, j'en ai fait sur la santé de l'entrepreneur parce qu'en fait, des collègues me disent « Oui, mais tu sais, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de réussite, mais on ne voit pas aussi cette charge de travail. C'est pas ces 35 heures, c'est plus ces 70 heures qu'on fait par semaine. » Et en fait, il y a plein d'idées au quotidien. C'est juste que c'est aussi de l'exercice et de l'apprentissage. Écrire des posts, c'est une mécanique. Faire des interviews, c'est une mécanique, c'est un apprentissage. C'est comme écrire un livre. La première fois que tu écris un livre, tu te dis, bah tiens, c'est compliqué. Sauf que quand t'en fais autant qu'Amélie Nothomb, en fait, elle va pas se poser en disant, bon, écoute, aujourd'hui, je vais sortir. Elle se met dans une condition, elle se prépare un peu comme un sportif. Bah, c'est un peu ça l'écriture. Et je dirais des fois, des choses toutes bêtes. Ta fille te dit quelque chose en disant, tiens, maman, t'as vu à la télé, ils ont parlé de ça. Bah, tu peux en faire une idée de post. Après, moi, je suis pas dans la surconsommation d'écriture de posts parce qu'il y en a trop, parce qu'il faut se dire que faire des posts tous les jours, c'est un vrai métier. Ça demande aussi une rigueur. Et puis en fait, ton public ne va pas forcément découvrir tes posts tous les jours. Peut-être certains vont se connecter tous les 2-3 jours. Donc moi, j'aime bien avoir la régularité. Et pour parler un peu de community management ou d'écriture sur les réseaux sociaux, j'ai connu l'ère où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc en fait, je suis dans cet équilibre qui m'est un peu plus ancien, alors que les plus jeunes générations, eux, vont avoir plus de frénésie ou de facilité. Mais LinkedIn, j'aime beaucoup parce que tu fais un post, c'est OK. Instagram, il faut faire énormément de contenu. Moi, j'adore parce que c'est visuel, mais pour moi, il y a un rythme qui est trop soutenu. Ouais, c'est effréné, c'est quasiment… les conseils qu'on entend souvent sur la production de réels et autres sur Instagram, c'est quasiment 2 par jour, quoi. Ouais.
Alors que sur LinkedIn, on est plus sur un jour sur deux, ou Oui. voilà, poster 3 fois par semaine, c'est OK. Et j'ai envie de dire, même la plateforme fonctionne un peu comme ça, parce que justement, le temps de le diffuser au réseau. Et du coup, en fait, toi, quand tu écris justement ces posts, tu le fais au fur et à mesure. Tu as des petites notes que tu te prends et puis tu vas te poser sur une demi-journée. Comment est-ce que tu t'organises pour créer ce contenu? Alors, je suis un peu une mauvaise élève là-dessus parce que j'ai suivi des bootcamps qui sont assez connus, où on nous donne des méthodologies de bloquer des journées pour écrire. Comme moi, j'ai pas le stress et c'est pas ma première rentrée de clients, les posts, moi déjà, je me suis dit, ça doit être du plaisir, parce que quand il n'y a pas de plaisir, bah, en fait, c'est une torture et ça marche pas. En tout cas, c'est ma méthode de faire. Par contre, j'ai tout simplement mon outil note de mon téléphone ou ma tablette, et quand j'ai des idées qui me viennent, je les note et je me fais un nouveau post en disant, bah voilà, j'ai une phrase d'accroche qui percute, j'ai une idée, j'ai une émotion qui m'est venue, et j'y reviens dessus après. Quand c'est des posts plus communication, par exemple nos réels pour le podpreneur, pour le studio, ça, ils sont programmés. Donc ça, OK, ils sortent, il n'y a pas de souci. Donc on fait vraiment un planning édito. Par contre, quand c'est des posts plus inspirationnels, où par exemple, je suis allée à une conférence et le lendemain, j'ai envie de faire un post parce que c'était dans l'émotion que j'ai ressentie, ça, je le fais assez vite dans le train, dans le métro ou dans le taxi, par exemple. Et ça, je l'écris un peu sur le fil, mais je le relis après, c'est-à-dire je le reconstruis. Mais toute l'émotion, je pose un peu mon pâté et je me dis, OK, je le réécrirai. Donc j'ai plusieurs idées, un peu de post d'avance, et selon l'émotion, le moment, je me dis, OK, c'est le bon moment pour le sortir. Et donc c'est aussi écouter cette intuition qu'on a qui est importante, à mon sens. OK, donc c'est au fur et à mesure, en fait, Oui. que tu crées tout ça et tu te mets des notes. D'accord. Et par rapport justement, alors toi, tu guides les entrepreneurs à créer des contenus, par exemple, prendre tout un contenu de podcast qui va durer 1 heure et le découper et Mm. le repartager sur différentes plateformes. Comment est-ce qu'on fait ça sans avoir cette impression de redire les choses ou Mm. d'être redondant? Comment tu fais ce multiplateforme qui est un coup audio, un coup visuel, vidéo? Alors, à part mon propre podcast, je fais pas d'audio. Mm. Parce que je trouve que la vidéo, on en a parlé un peu en off, la vidéo a ce pouvoir de jeu de l'image. Mm. En plus, quand tu veux publier un podcast audio, bah, à part ta vignette, c'est un peu dommage. L'avantage d'un exercice comme aujourd'hui, d'un podcast format long, anciennement une interview, hein, parce que c'est le podcast vidéo, tu peux retirer des extraits courts. Donc en fait, dans un seul tournage, tu as ton post d'interview, ok, mais en 1 heure, facilement, tu peux en retirer une dizaine d'extraits courts, Mm. des moments percutants. Donc ça veut dire que tu as déjà 10 extraits de podcast prévus. Et quand tu en postes un par semaine, ça fait 10 semaines de contenu. Et partant de ce principe-là, où nous, on fait toujours une stratégie long-termiste pour nos clients d'un point de vue stratégie de référencement, on s'est dit, bah, effectivement, autant découper des petits extraits d'une interview ou de faire l'exercice face caméra. Ça, c'est encore un autre exercice, mais restons sur l'interview. Donc effectivement, dans cet échange-là aujourd'hui, on peut retirer plusieurs extraits et ça va être des moments parce que chaque question est une idée différente. Mm. Donc ça veut dire que c'est un post potentiel sur LinkedIn. Mais comme moi, j'utilise toujours le 360 dans la stratégie ou je suis toujours un peu, pas fainéante, mais j'utilise toujours le potentiel d'un extrait. Et ben en fait, tu le postes sur LinkedIn, tu le postes sur Instagram, sur TikTok si tu as un TikTok, et tu le mets sur YouTube. Pareil, parce que YouTube, on est en train de s'y intéresser, mais YouTube, c'est quand même le moteur de recherche Oui. vidéo de Google. Mm. Donc en fait, il y a des clients, nous, qui nous trouvent à travers les vidéos qu'on fait. Donc des clients aussi. Donc c'est vrai que c'est dommage de s'en priver, et il n'y a pas besoin, et je le dis souvent, il n'y a pas besoin d'être un YouTubeur pour créer une chaîne YouTube. Mm. Tu es entrepreneur, tu es artisan, tu es coach, bien sûr, crée ta chaîne YouTube puisque c'est un peu ton patrimoine de référencement. Oui, puis c'est ça, c'est que tu vas Mm. pouvoir, à l'inverse d'Instagram où on a l'impression des fois de donner à manger à une machine qui en redemande continuellement et qui a aucun référencement parce qu'en plus sur Instagram, on peut pas chercher, pareil sur Facebook ou LinkedIn, Il faut être sur Instagram ouais, pour rechercher dans le moteur de recherche oui, voilà, Instagram. mais bon, qui fait ça, quoi? D'ailleurs, j'ai fait un post sur l'exercice, donc je recommande à ta communauté. Vous tapez votre nom sur Google, donc en général c'est ton nom ou ton nom de marque, hein, Mmh. et vous allez voir qu'il y a un onglet qui s'appelle vidéo et vidéo courte où tu vas voir apparaître. Donc en fait, tu peux être référencé par des vidéos. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est des vidéos YouTube. Ce ne sont pas des vidéos réseaux sociaux, ou très peu. Selon OK. quand on va nous écouter, Ouais. peut-être que l'algorithme varie, mais en général, c'est des vidéos YouTube. Mmh. Donc, si on veut créer vraiment une stratégie de visibilité, bah oui, allez publier sur YouTube.
Et en SEO, en termes de référencement, justement, pour qu'un post, enfin, pas un post, mais du coup, un réel ou une vidéo YouTube soit bien référencée quand on tape ton nom et le sujet, Ouais. qu'est-ce que tu recommandes de faire? Est-ce que tu sponsorises? Est-ce que c'est qu'une histoire de mots-clés? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Alors, il y a la vignette déjà qui va y jouer. Alors, pour les shorts, on peut pas faire des vignettes sur YouTube. En tout cas, aujourd'hui, en 2025, hein, je sais pas l'avenir. Mais pour une vidéo longue, on peut faire une vignette. Donc, cette vignette, il faut mettre des mots-clés en avant, il faut mettre les personnages, etc. Parce qu'on voit bien. Mmh. Le titre, il faut qu'il y ait des mots-clés aussi. En fait, c'est comme dans un article de blog, tu as un champ sémantique et tu prends ton mot-clé. Si aujourd'hui, c'est une vidéo sur comment bien réussir ton réel, demain, c'est pas les mêmes mots-clés que si tu fais comment bien réussir une pizza sans gluten. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est travailler le titre, la description dans une vidéo YouTube, format long, encore une fois, hein, pas format court. Tu as un champ des possibles pour pouvoir mettre un descriptif. Donc, tu vas travailler ton accroche, le descriptif de ton invité, etc. Et le sommaire. Mmh. Parce que le sommaire, le chapitrage, on l'oublie souvent, Mmh. mais ce chapitrage va te permettre de faire les fameuses accroches dans ta vidéo où tu t'arrêtes. Hein, et ça permet aussi à ton internaute de dire, bah tiens, aujourd'hui, elle lui a posé la question sur ça. Ah bah tiens, je vais aller regarder que ça. Parce qu'en fait, sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures de podcast, c'est un peu long. Et ce chapitrage va servir aussi sur YouTube, enfin sur Google. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc oui, tout est travaillé. Ton extrait court, si tu prends un extrait de notre échange sur, par exemple, comment bien référencer sur YouTube, et ben en fait, tu vas aller travailler ton titre en fonction de ça. Par contre, Mmh. ta vidéo globale, c'est peut-être plus sur l'histoire de la personne que tu reçois. D'où la phrase où tu dis: «Vaut mieux poster moins, mais faire bien attention à ce genre de petits détails plutôt Oui, que de le faire de manière frénétique et oublier tout ce référencement». exactement. OK. Et par rapport à comment dire? Un conseil que tu donnerais sur quelqu'un qui veut, ben, bien faire les choses, en fait, que ce soit lancer son podcast, que ce soit pour Mm. faire de la vidéo. Par quoi on commence? Surtout si on n'a pas confiance en soi, surtout si, ben, la vidéo, c'est pas notre truc. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire, en fait? Alors, c'est sûr, l'idéal, c'est d'être accompagné pour être moins stressé à dire, on en a parlé en off, je dois choisir le matériel, je dois gérer le matériel, je dois à la fois passer devant la caméra si j'interviewe quelqu'un. C'est vrai que c'est beaucoup d'éléments. Donc, si on peut être accompagné d'un point de vue technique et d'un point de vue prise de parole, c'est l'idéal. Après, quand on ne peut pas, moi je dis toujours, essayez de le faire vous-même, de prendre un smartphone, un micro, il y en a des micros sur des plateformes en ligne qui coûtent pas très cher, et de tester. Et le premier exercice à faire, c'est comme pour tout, c'est comme pour le théâtre, c'est comme pour le sport, c'est de s'enregistrer, de le faire une première fois. Et de se dire, ok, je vois mes défauts, entre guillemets, bah écoute, je me réentraîne à le faire. Et c'est pas parce que vous allez le faire une fois que ça va être génial. C'est à force d'en faire, de se regarder, de Mmh. s'écouter, parce qu'en fait, on parle de la vidéo, l'image est importante, mais le son est encore plus important. Mmh. Bon, je viens de l'univers de la radio, donc forcément, je vais forcément te dire que le son est le plus important. Mais de s'enregistrer, si on fait un podcast audio, de s'enregistrer et de se voir, enfin de s'écouter, de se voir si c'est format vidéo, et effectivement de regarder et de s'améliorer, de s'entraîner. Par exemple, sur ton chéri ou ta chérie, ou tes enfants, ou ta copine, ou dans un réseau, tu dis, bah tiens, on fait l'exercice, on s'entraîne. On se prend une demi-journée, on se met dans une super terrasse, on s'entraîne, on s'enregistre et on voit, et qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et c'est à force d'en faire, effectivement, des fois, on n'a pas le temps de faire ça. Des fois, on veut se lancer dans une prise de parole, dans une communication réseaux sociaux ou de manière générale sur le web, et on n'a pas le temps. Donc, effectivement, on fait appel à des pros. Mais de manière gratuite, c'est de faire ça. Mmh. Et en matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Déjà, un smartphone, les smartphones de maintenant font de la super qualité. Mmh. Donc, je dis toujours, la base, c'est d'avoir un trépied qui tienne votre téléphone, parce que ça, le tremblement, bah, tout de suite, ça dénature, quoi. D'avoir un très bon micro. Vraiment, ça, c'est même avant, je dirais même d'abord le micro, après le trépied et les éclairages. Il y a des accessoires qui sont pas très chers maintenant. Donc, pour aller 100 euros, 200 euros, vous pouvez avoir quand même du matériel de qualité et vous entraîner chez vous. Et c'est premier niveau. Donc, de commencer comme ça. Mais après, c'est sûr que si on veut avoir une rigueur et tout réfléchir, ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça demande beaucoup de réflexion et d'idées et de Mmh. stratégies qui est souvent complexe. Oui, c'est un vrai métier. Enfin, c'est même plusieurs métiers, Oui. quand on est en train de créer des vidéos comme ça. Quelles sont les questions à se poser pour, préparer justement un t bah, enfin, c'est ce que vous faites Oui. avec,
avec le podcast, le fait d'enregistrer, de faire enregistrer des vidéos. Qu'est-ce qu'on se pose comme question pour créer 2, 3 mois de contenu percutant, pertinent? Alors, si on parle du format court, hein, parce que Mmh. l'interview, il faut être à deux et donc c'est un peu différent. Imaginons on veut créer 10 petites vidéos, donc en fait des shorts sur YouTube ou des réels sur les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours de se poser des questions, puisque c'est la question, l'accroche, la douleur de notre prospect, hein, parce qu'on ne Mmh. fait pas nos vidéos pour... Enfin, on peut le faire pour se voir belle, mais en général, c'est pour du Mmh. marketing et pour de la com. C'est de se dire quelles sont les questions ou les douleurs ou les problématiques que mon client aurait. Donc déjà, si tu te listes 10 questions, 10 problématiques, forcément, ça va parler à ton public. Euh, Au début de ta vidéo, un peu, on appelle ça des hooks, hein, des bonnes pratiques, mais des hooks un peu impactants, c'est de commencer tout de suite dans le vif du sujet avec 90% ont ces difficultés, Mmh. ou alors chez les avocats, par exemple, on avait tourné un réel dernièrement, tous les avocats sont des menteurs. Mmh. Si tu écoutes ça en 3 secondes, Oui, tu dis, la vidéo, je vais écouter quoi. tu captes Tu l'attention captes parce que tout de voilà, suite. ouais. Alors, moi, j'aime bien dire 5 secondes. Il y en a qui disent 2 et 3 secondes. Moi, je dis 5 secondes quand même parce qu'on est quand même intelligent pour écouter 5 secondes. Mais c'est tout de suite le début. Et donc, du coup, tu travailles le début de ta vidéo en accroche pertinente. Bien sûr, attention, ne faites pas du putaclic. Il faut que le contenu de ta vidéo soit en lien avec ton accroche. Oui. Parce qu'en fait, il y en a trop qui veulent accrocher. Et derrière, en fait, moi, au bout de 10 secondes, je C'est pars vide. parce qu'en fait, c'est vide. Merci de le dire. Oui, non, mais c'est creux. C'est sûr que si tu n'as rien à enseigner aux gens, tu captes leur attention, mais si derrière, voilà, C'est exactement ça. Ouais. Et n'essayez pas de faire des discours un peu scientifiques, bien écrits, etc. Dites-le avec vos mots. Moi, je vois trop souvent des personnes, quand on les accompagne, d'écrire un texte très littéraire, et quand ils passent devant la caméra, ah bah mince, en fait, ça marche pas. Oui, en fait, le langage parlé n'est pas le même langage que l'écrit. Donc, parlez comme vous-même. Pour ça que s'entraîner devant un miroir ou quelqu'un qui est là pour vous dire « Ah bah tiens, en fait, ton mot, tu vois, le pourtant, il faut donc… L'oral, ça marche pas aussi bien que ça, quoi. Non. Bah, ça, c'est le syndrome de l'expert ou de l'imposteur, au Exactement. choix. On en Exactement. prend un. Ou alors, si vous êtes dans un domaine où c'est très scientifique, où c'est technique, etc., utilisez ces mots parce que c'est propre à, un, votre personnalité, et deux, aux personnes qui vont écouter, qui sont dans votre expertise. Donc, effectivement, n'allez pas dénaturer en fonction de la personne. Encore une fois, la vidéo est faite pour vos clients ou pour vos prospects. C'est pas pour vous. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation d'un prompteur? Moi, je suis d'accord. Il y en a qui me disent oui, mais tu sais, c'est pas bien de le dire. Si, nous, on a plein de vidéos, on a des prompteurs. Quand c'est tout écrit, ça veut dire que ça demande un travail quand même d'écriture à la virgule près, entre guillemets. Quand tu as l'habitude du prompteur, tu peux te laisser aller. Moi, souvent, j'ai le prompteur pour des vidéos un peu plus, on va dire, communication, marketing. J'utilise le prompteur, mais comme j'ai l'habitude, je rajoute des phrases. Je donne un peu de respiration. Tu vois, quand tu as ton texte, quand tu n'as pas l'habitude, tu lis ton prompteur comme ça, et en fait, ça va super vite. Donc, il faut aussi s'entraîner. Moi, je ne suis pas contre. Par contre, l'exercice n'est pas le même. Il y a des clients qui veulent le prompteur parce qu'ils ont l'habitude, ou il y a des clients qu'on leur souffle. C'est-à-dire qu'on sait le texte, on sait l'idée, et ils s'arrêtent. L'avantage du montage, c'est qu'on peut couper les off, et en fait, on leur redit les phrases, et ils me disent « Ah oui, tiens, peut-être que dans ton extrait, dans ton reel, tu n'as pas dit ça. Ah bah attends, je le rajoute. » Et au montage, il y a quand même la magie qui se passe. Donc en fait, tout le stress qu'on imagine, parce que quand on ne connaît pas, c'est comme tous les exercices, c'est comme quand on n'a jamais sauté à l'élastique, fait du vélo, fait de la moto, etc. On s'imagine des choses compliquées, mais en fait, le montage fait beaucoup de choses. Donc en fait, on n'est pas sur un plateau télé en direct. Là, et encore, maintenant, il y a de moins en moins de direct. Oui, on peut s'enlever ce stress à se Oui. dire « Ok, je vais tourner une vidéo, je lance le bazar et je laisse tourner et je m'apaise. » Ouais. Et souvent, les personnes qui sont les plus à l'aise en vidéo, alors déjà, elles l'ont déjà faite, mais c'est des personnes qui ont fait du théâtre, qui ont fait du jeu d'acting ou qui ont travaillé sur leur image de marque en disant « Bon, bah attends, je sais exactement comment je vais rendre parce que j'ai déjà testé. » Donc, moi, je peux que conseiller aux personnes de tester, de le faire, même s'ils ne le publient pas, tu vois, de faire l'exercice, de dire « Allez, je me mets en condition aujourd'hui, imagine que je tourne une super vidéo, et au pire, on la jette. De toute façon, c'est bien de s'entraîner. » Donc, de le faire. Et je dis souvent, faites-le parce que la place n'est pas prise. Oui. En fait, tu es unique. Même un jumeau ou une jumelle, on voit bien que même les jumeaux, les jumelles qui se ressemblent,
sont pas vraiment si ressemblantes que ça, parce qu'il y en a une qui va être un peu plus dynamique, l'autre qui va être un peu plus introvertie, etc. Donc je trouve que c'est intéressant de le faire. Et puis, je pars toujours du principe, mais ça, c'est propre à mon éducation. Ma mère disait toujours, faut pas attendre que quelqu'un le fasse à ta place, mais qu'il le fasse mal. Donc, qu'il prenne ta place ou qu'il fasse mieux que toi. Et puis, il faut pas attendre de se dire, ah bah attends, je vais attendre que j'ai 80 ans pour le faire. Ouais, que je sois parfaite. De toute façon, il n'y a pas de perfection. Oui, bien sûr. Si tu attends d'être la meilleure speakerine, comme on disait à l'époque, de nos parents, la meilleure par idée, etc., ou la meilleure posture, ou le discours le plus impactant, faut savoir quand même que dans une vidéo, il n'y a que 10% qui est retenu. Donc en fait, finalement, d'ailleurs, je conseille, tu m'y fais penser, de recycler des posts. Et ça, il y a plein de copywriters ou d'experts en réseaux sociaux qui le disent, et ils ont raison. Si je te dis, ou je dis à tes auditeurs, qu'est-ce que vous avez publié il y a 1 mois, sans regarder, tu vas me dire, je sais pas. Oui. Enfin, à part un post qui a explosé au niveau des vues, tu te souviens pas. Et ben ça, c'est intéressant, et de se dire, si toi déjà, ou ton entourage, ou ton équipe l'a oublié, t'imagines tes abonnés qui consomment du contenu différemment. Alors, encore une fois, si c'est le post hyper inspirant de ton anniversaire, on va se dire, bah oui, tu vas le recycler dans 1 an, quoi. Évidemment. Mais en général, moi, j'aime bien faire un recyclage tous les 3 mois, parce qu'effectivement, on a oublié. Ok. Et donc ça n'a pas le côté redondant. Parce que c'est vrai que les gens ont peur, en fait, de ce que les autres pourraient dire, du style... Mais ça, on l'a déjà vu, non? Tu l'as En déjà général, posté? les gens ne se souviennent pas. Oui. Et On ne se souvient même pas de ce qu'on a mangé hier soir, donc... je t'ai dit, on s'en souvient pas, sans aller dessus, évidemment, si tu partages ton flux, voilà. Le recycler est bien. Moi, je change toujours, par contre, l'accroche, parce que je trouve ça sympa, puis ça me fait un petit challenge, donc je me dis, ok, c'est cool. Et des fois, je revois mon post, donc écrit ou vidéo, peu importe, et je me dis, ah bah ça, c'était un peu maladroit, je vais retravailler un peu cette phrase. Donc, c'est l'occasion de... Et peut-être de reposter, enfin prendre le post, mais de mettre une photo différente qui a évolué sur le temps. Bien sûr, si c'est un post à l'instant où tu as reçu un trophée, que tu as une récompense, etc., bon, en général, tu ne le réutilises pas. Tu peux le repartager pour dire, bah, je me souviens, il y a 1 an, c'était ça, mais tu ne vas pas faire un post. Ok. Merci pour tous ces conseils. Je vais terminer par te poser des questions sur qu'est-ce que tu peux nous recommander sur différents thèmes, médias, j'ai envie de dire. Le premier auquel je pense, c'est une chaîne YouTube que tu aimes suivre. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? Ah, c'est dur, il y en a beaucoup. Alors, moi, je suis plutôt dans les interviews type introspective. Je dis souvent ce mot parce que l'introspection peut faire peur, mais j'aime beaucoup l'histoire des personnes. Pourquoi une personne a réussi ou pas réussi. Tu vois, les dernières en date, j'ai découvert un peu son parcours, Kelly Massol, donc, qui va être mon associé, qui a eu un parcours très difficile dans sa jeunesse. Ça, c'est hyper intéressant de dire, en fait, tu viens d'en bas, mais vraiment d'en bas, d'une famille qui n'était pas propice à ça. Et en fait, tu deviens une investisseuse de folie, tu vois. Ou au contraire, finalement, j'étais dans une bonne famille et ils sont tous dans une lignée d'avocats, de médecins. Et moi, finalement, j'ai fait complètement autre chose. Je suis allée ouvrir un centre de bien-être, tu vois. C'est ces parcours-là qui sont inspirants. Il faut que l'autre joue, bien sûr. Donc forcément, il y a des podcasts plus comme ça que j'écoute. J'aime beaucoup des Américains. Que m'a fait connaître Sarah, mon associée, donc Diary of a CEO, on pourra mettre la référence, j'aime beaucoup. Enfin, il a une approche, il a une lecture qui est juste extraordinaire. Donc j'écoute plus les Américains, même si je suis pas forte en anglais, mais j'aime bien écouter. Maintenant, il y a des sous-titres, maintenant avec l'IA, tu peux même traduire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment le podcast coup de cœur. Mel Robbins aussi, qui est coach, qui a écrit un livre qui s'appelle Let Them. Ouais. La règle des 5 secondes, c'est ça Exactement. Elle est extraordinaire, donc moi j'adore. Ça fait partie des interviews que j'adorerais faire, tu vois. En français, j'aime beaucoup. Alors, Legends, je connais Guillaume Play, pas personnellement, mais en tout cas de la radio. Donc j'aime beaucoup, même si moi les sujets clivants me plaisent moins. Mais ça reste quand même des sujets abordables. J'aime beaucoup Empower. Pareil, Aubry, ouais. Exactement, qui est un peu dans cette lignée. Après, il y a plein de podcasts qui sont intéressants. J'ai interviewé Alec Henry avec justement le déclic, et ça, c'est extraordinaire sur l'entrepreneuriat parce qu'il va vraiment creuser l'histoire. Enfin, voilà, il y a plein de podcasts, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt YouTube. Je vais moins écouter. Après, je découvre à chaque fois, tu vois, sur le marketing, ça c'est propre à mon histoire. J'ai reçu Sandy et Laurie, donc 2 jumelles qui ont fait My Marketing Experience, qui parlent du marketing et qui sont là depuis 15 ans. Et
c'est souvent des personnes qui sont là depuis plusieurs années que j'écoute parce que c'est propre à mon histoire. Mais tu vas avoir des podcasts qui sont peut-être plus récents pour certains. Tu vois, je pense aussi à David Laroche avec Paradoxe parce que c'est propre à ce que moi j'aime écouter et ça me nourrit aussi pour mon travail. Mais après, il y a des podcasts qui sont géniaux et c'est pas les podcasts les plus écoutés qui sont les mieux. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des podcasteurs ou des youtubeurs ou des créateurs qui font du super boulot et qui n'ont pas forcément des millions d'abonnés, quoi. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, une série que tu as adoré regarder, alors plus ou moins proche dans le temps, si tu en regardes? Je regarde beaucoup. J'ai adoré Suits. Alors, tu me diras, avec beaucoup de références aux avocats, mais j'aime bien leur rigueur, leur structure. Le côté un peu stratégique, le côté on défend finalement sur des cas un peu spécifiques. Oui, Orphan Black, ça fait un j'ai moment que adoré. j'ai vu, ouais. J'ai adoré le côté génétique, le côté où finalement est-ce qu'on n'aurait pas des clones dans le monde, etc. Donc c'est pas tout récent, mais c'est des séries que j'ai adorées. Après, il y a plein de séries que j'adore. Je suis plus série que film, hein, d'ailleurs. Ouais. J'aurais du mal à choisir un film parce que moi j'aime bien le côté épisodique, un peu comme les podcasts pour les séries. Mais il y en a plein. Est-ce que toi, il y en a qui te viennent en tête, peut-être que j'ai déjà écouté? J'en regarde tellement des séries. Ouais, c'est ça, hein, c'est Ouais. dur, hein, de Alors moi, il y choisir. en a une à laquelle je suis addict et me demande pas pourquoi, c'est Grey's Anatomy. Alors Je oui, tombe dans Grey's Anatomy et je me la suis refaite plusieurs fois, cette série, hein. les épisodes en ce moment sont diffusés. La nouvelle C'est... saison en France et Ouais. aux États-Unis, c'est quoi, la 20e, 21e? Je sais plus. Je sais pas, mais ils sont allés loin. Bon, après, je crois que j'ai décroché à la 15e saison, je crois que... C'est la même seule plus série les... médicale que j'adore. Ouais. Parce que, tu vois, en fait, pour moi, ce qui sort du lot, c'est qu'il y a des histoires d'humains derrière. Ouais, voilà, Et ouais. tu suis les épisodes. En fait, c'est ça. Et on se retransfère. Et puis, c'est des bobos du quotidien. Et puis, c'est simple, la manière dont c'est filmé. Et je vais aller plus loin, sans vouloir jouer la féministe. C'est un regard féminin qui est derrière. Et tu vois, il y a une différence qui se joue ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Suits, pareil, grosse addict. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que tu lis encore? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres que tu as envie de nous partager qui pourraient aider ou... Dernier en date, c'est celui de Mel Robbins. Je t'avoue que je suis une mauvaise élève sur la lecture des livres. Comme je suis plus auditive, je vais écouter les livres. Et comme je suis plus dans le métier du podcast ou en tout cas de la vidéo audio, donc forcément ce livre-là que j'adore. Le livre des 5 secondes, là, dont on parlait? Non, Ou Let c'est- Them. Let Them. Oui, on mettra la référence mettra la dessus référence, de Mel carrément. Robbins. Ce que j'ai adoré, donc c'est toujours en lien avec le dev perso, on va dire, de Lise Bourbeau, la guérison des 5 blessures. D'ailleurs, elle a fait un autre livre, c'est Waouh, je suis Dieu, tu l'es aussi. Pareil sur le développement personnel, j'ai beaucoup aimé. J'adore tous les livres d'Amélie Nothomb, notamment le livre Stupeur et tremblement, son histoire avec le Japon. Pour moi, c'est... D'ailleurs, je rêve et je lui envoie régulièrement l'invitation, mais je ne l'ai pas encore reçue dans mes émissions. Mais j'adorerais la recevoir parce que pour moi, c'est un personnage et elle a une rigueur de travail qui est juste impressionnant. Le jour de Noël, elle travaille, elle se lève tôt pour écrire. Et tu vois, la réussite, le succès, pour moi, c'est ça, c'est aussi cette rigueur sur le long terme. Ok. Une dernière question. Si on se rencontre dans 1 an et qu'on ouvre une bouteille de champagne, on l'ouvre pour célébrer quoi? Question intéressante. Peut-être les 100 000 abonnés sur YouTube. Allez. Je lance le pari. Eh ben, merci à toi, Déborah, pour ce super moment qu'on a passé ensemble. Merci Isabelle. J'ai appris plein de choses. Et puis, pour toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette interview, qui t'ont écouté avec passion, eh bien, merci à vous. Si vous avez envie de soutenir le jeu du web, eh bien, voilà, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute. Et puis, je vous mettrai, comme à l'habitude, un jeu, un quiz qui sera mis en lien. Et puis, voilà, vous aurez une surprise de Déborah. On va en parler juste après. Merci à vous. Très belle journée. Merci, Déborah. Merci Isabelle. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.